association qui a été fondée en 1946 par un Français. Nous sommes actuellement à Bruxelles dans le cadre d'un séminaire portant sur les cadres législatifs nationaux et la manière dont ils adressent les attaques et les violences à l'encontre des soins de santé, pour voir un peu les pratiques de différents États, identifier des bonnes pratiques qui pourraient être intéressantes à présenter dans le cadre des recommandations du projet Les soins de santé en danger. Prenons un exemple simple. Lorsqu'il y a une plaie par arme à feu, le médecin n'est pas là pour dénoncer l'auteur présumé de cet acte. Par contre, le médecin est là pour soigner le blessé. Pour qu'il y ait la confiance du patient vis-à-vis du médecin, il faut que le médecin prouve qu'il est totalement indépendant. Il faut qu'il soit indépendant des autorités religieuses, des autorités politiques, des autorités administratives et même de l'industrie du médicament, par exemple. Cette indépendance est le gage de la confiance du patient et est aussi le gage à terme de la qualité des soins. Le médecin, lui, a plus de relations qui touchent sur l'ordre public. Puisque quand il y a des événements, il y a des malades, il y a des blessés qu'on amène à l'hôpital. L'autorité publique est toujours intéressée à savoir ce qui se passe. On a amené qui? À la suite de quels événements? Alors, le médecin qui a constaté des blessures causées par balles ou par des armes blanches, mais ne doit pas donner tous les détails, puisque dire au gouvernement qu'on a été amené à soigner les rebelles sont justement les ennemis, ceux qui combattent le gouvernement. Alors si on sait que vous, tel médecin, vous soignez les rebelles, ils peuvent vous en vouloir. So if they notify the authorities, these patients might be caught. And this make the patients just feel insecure. This increase the rate of escape from the hospitals without taking their whole medical management. So there is some conflict between divulge of confidentiality and the national laws regarding this issue, and to treat and give the medical care to the wounded persons. I mean, this is a critical issue because of the safety of nurses around the world. Unfortunately, levels of violence, both in times of conflict and in peacetime, is escalating, and therefore it's important that we find the appropriate balance in terms of protecting the nurses, but also maintaining access to health care. Il y a des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge Cristal, qui sont les emblèmes du mouvement, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, qui eux sont et devraient être protégés dans les lois, qui sont à la fois indicatifs et protecteurs. En tant que personnel médical, si j'ai sur mon épaule la croix, est-ce que je ne deviens pas une cible beaucoup plus distinctive que l'ensemble de mes autres camarades qui porteraient l'uniforme? Si un signe distinctif nous rend vulnérables, qu'est-ce que nous faisons? Et là où nous comprenons l'emblème comme un élément de protection, qu'il devient en fait un élément qui attire l'action hostile d'un ennemi potentiel, je crois que la logique même voulait qu'à ce moment-là, nous décidions de ne plus être protégés par l'emblème, et en perdant cette protection, on se sauve parfois la vie. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, l'obligation de nous protéger pour continuer à amener les soins? Et je crois que dans ce cas, il y a un équilibre à trouver entre ce côté de pouvoir porter des signes distinctifs, mais également l'obligation de pouvoir quand même se protéger et de rester en vie. C'est là une évolution totalement imprévue de ce que nos anciens, ou lorsque nos anciens ont rédigé les conventions.
On a eu un témoignage ce matin d'un expert qui avait été lui-même dans les forces armées et qui indiquait que leurs forces armées médicales traitaient leurs propres soldats, mais les soldats également des forces armées ennemies, en disant à partir du moment où ces personnes sont blessées, ce ne sont plus des soldats, ce sont des blessés. Et ils ont dit que ça nous a permis pendant les combats à ne pas être l'objet d'attaque parce que nous étions perçus comme neutres. Et donc cette question de la neutralité est importante, évidemment, dans le cadre des opérations de terrain. A big effort should be put into, I would say, spreading the knowledge, because one of the problems of in compliance with norms of international humanitarian law is ignorance, obviously. Diffuser la connaissance, diffuser les messages que nous pensons être bons, tout en se rendant compte que la compréhension d'un certain nombre de principes selon une culture bien donnée n'est pas nécessairement la même, et c'est la confrontation de ces différentes interprétations qui fera avancer les choses. Les recommandations que nous essayons de dégager en réunissant ces différents acteurs de la santé, en réunissant différents professionnels, comme aujourd'hui des experts en législation nationale, sont bien au bénéfice des secteurs de santé, des services de santé en général. Et donc le CICR se voit plutôt comme un facilitateur finalement d'une initiative pour un bien commun, un bien vraiment de la communauté qui est son accès et son respect des soins de santé. Before you leave, we would like you for the video to say the famous sentence of Henri Dunant at the Solferino battle, which was Tutti Fratelli. Tutti Fratelli. So at 1, 2, 3, you say Tutti Fratelli. Okay. Is it okay? So 1, 2, 3. Tutti Fratelli. Grazie mille. Bravo.